J'ai l'honneur de vous présenter également Frédéric Gilbert de la Caisse des dépôts, qui travaille depuis longtemps là-dessus et qui est vraiment l'expert au niveau de la Banque des territoires sur tout ce qui est foncière et qui s'occupe notamment de ce plan de relance et des sans foncières à bâtir. Voilà. Et la deuxième, alors 40 minutes à peu près, Adrien Ledoré va s'efforcer à répondre à toutes les questions des membres qui ont posé des questions auparavant. On avait dit 10 jours avant. Il y en a qui, comme c'est les premiers jours des foncières, qui ont mis un petit peu de retard, mais tout a été envoyé à Adrien Ledoré. Juste avant de commencer, c'est vrai que les foncières, on en parle depuis longtemps sur la diversité commerciale notamment. Et lors de nos premières assises en 2006, donc il y a déjà 15 ans, on avait fait un petit documentaire, un petit reportage sur Montrouge, cette ville qui, a 15 ans, a créé une SEM pour mettre en place et racheter des rez-de-chaussée commerciaux. Et il faut savoir, alors Frédéric Gilbert et Adrien Ledoré vous en parleront bien mieux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la SEM est bénéficiaire et elle emploie un salarié, un manager de centre-ville, développeur d'enseigne. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous faire un petit reportage. Je crois qu'il y a 3-4 ans, chez ce local, on avait déjà reparlé de ces foncières et peut-être en 2 secondes, le maire de Montrouge qui dit, et puis après, je laisse la parole à Frédéric Gilbert qui nous présentera les. Alors, est-ce que ça marche ou pas? J'ai l'impression. Sinon, on le passera à la fin parce que j'ai l'impression. Oui, on passera le reportage à la fin parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si, peut-être, on va voir. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ok. Alors, ça ne fonctionne pas. Je laisse la parole de suite à Frédéric Gilbert. Ah, ça fonctionne. Mais on n'entend rien. Comme on n'a pas de son, c'est pas grave. On ne passe pas la vidéo pour l'instant. Si Frédéric Gilbert ou Adrien Ledoré veulent ouvrir la première partie, c'est génial. Bonjour, donc, je suis Frédéric Gilbert, donc je travaille à la Banque des Territoires dans l'équipe des programmes nationaux qui suivent donc les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et le plan de relance commerce et développement des foncières en accompagnement de nos collègues du pôle entreprise publique locale et de la direction de l'investissement. Donc actuellement, je suis en charge, comme l'a dit Pierre à l'instant, du suivi du développement lancé par le gouvernement cet été de développement de 100 foncières en vue de la restructuration de 6000 commerces en 5 ans sur le territoire national. Les 100 foncières, évidemment, n'étant qu'un moyen pour atteindre l'objectif de restructuration des 6000 commerces. Je vais partager à l'écran un petit diaporama que j'ai préparé pour soutenir mes propos. Pierre, est-ce que... Alors, attendez, je vais le mettre en plein écran. Pierre, est-ce que vous pouvez me confirmer que le diaporama est à l'écran? Oui. Ouais. On voit bien. Ok, parfait.
Alors, voilà, donc ce programme sans foncière et restructuration de 6000 commerces en 5 ans a été annoncé par Bruno Le Maire au mois de juillet. Il me semble, donc l'objectif est de restructurer 6000 commerces entre 2021 et 2025. Ces 6000 commerces étant restructurés soit par des foncières, soit par tout autre opérateur, y compris les collectivités locales en régie. Les sans foncières, c'est pas un objectif en soi hein, de créer les sans foncières, mais c'est de mobiliser une centaine d'opérateurs pour couvrir la totalité du territoire national. Le chiffre 200, c'est un chiffre totem. Hein. C'est sans foncière, sans département, voilà, ça parle à tout le monde. L'objectif n'étant pas non plus d'avoir une société par département, le sujet n'est pas là. Le sujet est effectivement un sujet de couverture nationale. La banque, pour atteindre cet objectif, ou en tout cas pour y contribuer, la Banque des Territoires donc, mobilise 300 millions d'euros d'investissement dans l'actionnariat de ces foncières. Et pour permettre l'émergence de ces sociétés, elle mobilise 6 millions d'euros de crédits d'ingénierie pour accompagner ces projets. Alors, ces crédits d'ingénierie pouvant être des crédits pour réaliser des études d'opportunité, c'est-à-dire identifier le panorama des structures existantes sur un territoire, le potentiel d'activité à réaliser sur ce territoire, que ce territoire soit à l'échelle d'une commune, d'une agglomération, d'un département, d'une région ou de toute autre géographie envisageable. La deuxième phase en matière d'ingénierie, c'est la création du plan à moyen terme. Donc, c'est la réalisation de l'étude de faisabilité voilà, qui va sous-tendre le plan d'activité de la foncière. Donc, vraiment l'identification des locaux à acquérir, à transformer, les conditions de leur gestion et de leur cession à terme. Et puis la troisième phase que nous accompagnons également étant la phase de concrétisation, c'est-à-dire de rédaction des statuts, de rédaction du pacte d'actionnaires et la phase de création juridique et financière de la société. Parallèlement, donc aujourd'hui, la Banque des Territoires est actionnaire de 40 entreprises publiques locales, alors essentiellement des SEM, mais également un certain nombre de SAS, de sociétés par action simplifiée, le plus souvent qui sont des filiales de SEM, qui réalisent d'ores et déjà une activité de restructuration de commerce dans le cadre de l'activité d'une foncière. L'objectif étant d'atteindre 60 foncières d'ici à la fin 2021 et d'atteindre les 100 foncières en 2022. Pour relayer et amplifier la restructuration commerciale, l'État est en train de créer un fonds pour la restructuration des commerces locaux d'activité et locaux artisanaux et de services. Ce fonds est doté par la loi de finances 2021 d'un budget de 60 millions d'euros pour les années 2021 et 2022. Ce fonds vient d'être validé, en tout cas le règlement général et financier de ce fonds a été validé la semaine dernière par les ministres Griset et Gourault qui en sont les parrains et qui pilotent le dispositif. Et donc l'Agence nationale pour la cohésion des territoires va mettre en ligne sur sa plateforme ANCT donc le règlement dans le courant du mois de février, de telle manière à ce que les foncières puissent mobiliser le fonds.
Donc le fonds a un objectif, et l'objectif a un objectif qui est assez précis, qui est d'amplifier l'activité des foncières et permettre la réalisation d'opérations qui aujourd'hui sont des opérations déficitaires et qui ne verraient pas le jour sans l'émergence de ce fonds, en tout cas sans ce soutien financier. Et donc le fonds se positionne sur une couverture de 50% des déficits d'opérations, donc d'opérations de restructuration commerciale. Voilà, donc c'est un fonds d'État qui vient en complémentarité avec les initiatives que prennent les collectivités locales, que ce soit les communes, les agglomérations, les régions, en matière de soutien au développement économique. Un petit point de vigilance, les foncières sont des sociétés commerciales, les entreprises publiques locales, SPL, SEM et les SAS sont des entreprises de droit privé, donc ce sont des entreprises qui sont soumises au régime des aides d'État. Et donc le fonds est en cours de mise en compatibilité avec le régime des aides d'État, ce qui va ce qui va contraindre à une stabilisation de ce fonds probablement dans le courant du premier semestre, donc avec une période de confirmation par la Commission européenne de la régularité du fonds par rapport au régime des aides d'État. Et donc une possibilité en fait de déplafonnement des aides qui seront apportées aux collectivités au-delà des 200 000 euros qui constituent le socle de minimis des aides d'État autorisées pour les sociétés. Donc les foncières, comme je vous le disais il y a quelques minutes, en fait, sont pour l'essentiel des entreprises publiques locales qui évoluent, c'est-à-dire des SEM existantes, préexistantes, qui évoluent avec une augmentation de capital, une diversification des activités et éventuellement des sociétés existantes qui peuvent être des SEM ou des SAS, pardon, excusez-moi, qui évoluent avec une augmentation de capital pour amplifier leur plan d'affaires et une éventuelle diversification de leurs activités. C'est le cas par exemple de la SAS Immobilière Charente, qui est une société qui existe depuis un certain nombre d'années, qui jusqu'à présent est une société dont l'activité était consacrée à la gestion de locaux d'activité, locaux industriels, locaux de parcs artisanaux, un site du Club Méditerranée, voilà, plutôt des actifs d'activité, mais pas d'actifs commerciaux. Et il y a quelques jours, le conseil d'administration de la SAS Immobilière Charente a pris la décision d'ouvrir son activité au commerce et à la restructuration des commerces en visant une activité sur les villes moyennes du département, donc Saintes, Rochefort, mais également Saint-Mexan-l'École, etc. Les foncières peuvent être également des structures créées ad hoc, donc de nouvelles structures, là aussi que ce soit des SEM ou des SAS. Un exemple donc en structure créée ex nihilo, c'est Ma Ville, qui est une foncière dédiée strictement au commerce, qui intervient sur la ville de Belfort et qui est opérée. En fait, c'est une société coquille vide, c'est-à-dire une société sans salariés, mais dont l'activité a été confiée par un mandat de gestion à la SEM Tandem, qui est sur le territoire limitrophe et qui a les compétences pour réaliser cette activité. Autre structure, en fait, autre création de structure, c'est la création de filiales. Par exemple, le groupe Alter sur Angers et la région angevine est en train de créer la SAS Maine-et-Loire, qui interviendra
sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire en dehors de la métropole d'Angers, sachant qu'une autre SAS est en cours de constitution pour intervenir sur la métropole d'Angers. Donc là, on rejoint des problématiques de gouvernance et de choix de gouvernance et d'arbitrage entre acteurs. Et ça, c'est le premier point. Et puis également, à travers cet exemple, des questions de problématiques d'intervention professionnelle, car le marché immobilier sur l'agglomération d'Angers et le marché immobilier sur le reste du département du Maine-et-Loire n'est pas au même niveau, les problématiques d'intervention ne sont pas les mêmes, donc ce qui justifie de la création de structures différentes. Un point important, c'est de bien mettre en perspective quel est l'objectif et quel est le champ d'intervention des foncières. Le terme de foncière est un terme qui est un peu, sans être galvaudé, en tout cas il est à géométrie variable, il peut être entendu de différentes façons. Unibail, Mercialis, l'immobilière des Mousquetaires sont des foncières. Elles sont des foncières extrêmement puissantes, spécialisées en matière de commerce, mais liées soit à des grands groupes de distribution, soit à des grands investisseurs financiers. Et ce sont des foncières qui possèdent des centaines, pour ne pas dire des milliers de locaux d'activité. Ce n'est pas tout à fait ce dont nous parlons. Ce dont nous parlons, ce sont des foncières à l'initiative de la puissance publique et à l'initiative de collectivités locales, qui vont intervenir dans le champ de la redynamisation de territoires plus ou moins en difficulté, ou en tout cas de territoires où l'activité commerciale et un besoin de redynamisation de l'activité commerciale se fait sentir. Donc on peut être dans des stratégies d'amorçage ou de réamorçage de l'activité commerciale quand l'activité commerciale a disparu ou est sur le point de disparaître. C'est le cas notamment dans de nombreuses communes rurales. Ça peut être aussi un enjeu de redynamisation au sens de la diversification des activités commerciales, en particulier dans les centres-villes de villes moyennes, dont on sait que ce sont des activités qui sont très polarisées sur le champ de l'équipement de la personne, avec une sous-représentation des enseignes nationales et des franchisés, une surreprésentation des indépendants. Ces deux sujets ayant leurs avantages et leurs inconvénients, mais les foncières étant là, dans ce cas-là, pour intervenir notamment sur la restructuration de l'appareil commercial, c'est-à-dire la restructuration physique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une ville dont le tissu du centre-ville est un tissu médiéval, comme à Troyes par exemple, le fait de pouvoir restructurer des cellules de 50 mètres carrés en agrégé 2 ou 3 pour atteindre des plateaux de 150 à 200 mètres carrés qui correspondent à la demande actuelle en matière de commerce est un enjeu primordial. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de régulation du commerce local et de soutien aux initiatives sur des nouveaux formats commerciaux. Là, je pourrais donner l'exemple de ce que fait la CMAEST dans le centre de Paris, enfin dans certains quartiers de Paris, avec l'accompagnement des porteurs de projets, leur incubation pendant une ou plusieurs années, pour leur permettre de stabiliser leur activité et faire en sorte que l'activité commerciale soit pérenne et qu'on n'ait pas la défaillance des commerces au bout de 6 mois à 1 an, comme ça peut être observé dans certains cas. Donc les foncières, si je reprends le tableau qui est devant vous, en fait, ont une activité, ce sont les rectangles bleu foncé, une activité assez proche de l'activité des SEM d'aménagement, une activité de promotion immobilière, c'est-à-dire d'acquisition des locaux, de détention foncière et de transformation avec la rénovation, l'aménagement. Et puis, dans les rectangles plus clairs, au milieu, toute l'activité de commercialisation, donc de détection des commerçants ou des preneurs à bail, de gestion des locaux et, in fine, de cession des locaux,
que cette cession ait lieu vers les preneurs à bail ou que cette cession ait lieu vers des investisseurs tiers qui vont laisser ces locaux en gestion et en location. Cette chaîne de valeur, vous voyez dans cette chaîne de valeur couvre donc tout le spectre de la chaîne d'intervention immobilière. On a volontairement séparé les deux natures d'activité entre les rectangles bleu foncé et les rectangles plus clairs, parce qu'en fait, une césure peut se faire dans la gestion de cette activité. Je m'explique. Si l'on prend la société Brest-Cité, qui est foncière régionale en Bretagne, la SEMBREZ, qui est une SEM d'aménagement en Bretagne, la SEMBREZ vient de créer une SAS Brest-Cité, et donc la SEMBREZ, société d'aménagement, réalise les premières étapes d'acquisition foncière, de préemption, et le travail de rénovation et d'aménagement, et cède par la suite les locaux à la SAS Brest-Cité, qui n'intervient que sur le champ de la commercialisation, de la gestion et de la cession, ce qui constitue par nature l'activité traditionnelle des sociétés patrimoniales qu'on appelle couramment les SEMPAT. Voilà. Donc se pose sur le champ d'activité des foncières de redynamisation la question de la double compétence de l'aménagement, de la conduite de travaux, de la conduite de projet, donc de la compétence immobilière, et puis le second champ qui est le champ de la gestion immobilière. Ce ne sont pas les mêmes compétences et on sait par expérience que bien souvent tout le champ de la gestion immobilière et en particulier de la gestion commerciale, donc de la détection de porteurs de projets, de leur accompagnement, des facilités de baux en termes financiers ou d'adaptation de baux, est un champ très spécialisé dont les compétences sont peu ou prou couvertes par les SEM d'aménagement qui existent aujourd'hui sur le territoire national. Si on vient sur la question de la structuration des foncières, je l'ai un peu évoqué à travers mon propos liminaire, à travers mes propos précédents. Le plus souvent, on a donc une SEM qui va être la foncière, donc qui est au centre de l'écran. Une SEM dont les actionnaires vont être un établissement public de coopération intercommunale, comité de communes, comité d'agglomération, la commune, dans le champ des actionnaires privés, la Banque des territoires en règle générale à hauteur de 20%, qui est à peu près le niveau où nous nous positionnons. Divers intervenants bancaires, on peut trouver également des chambres consulaires, un établissement public foncier, des partenaires privés. On peut retrouver en actionnaire et ou en tant que coopérateur une SEM régionale ou une SEM départementale. Actionnaire, c'est pas très fréquent. Par contre, en revanche, opérateur de la foncière. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la Sémaville. Voilà, c'est un exemple assez courant. La foncière Nancy Défi qui intervient sur Nancy et le cœur de Nancy est également opérée par une autre société, en l'occurrence par Solorem, qui est une société historique en Lorraine. La SEM donc, va porter des actifs en direct au sein de son patrimoine, mais peut également filialiser le portage d'actifs à travers de différentes sociétés, créer une SCI par exemple pour porter un centre commercial avec une enseigne de distribution nationale, peut créer une SAS immobilière avec un porteur de projet privé par exemple. Voilà, enfin, on a différents cas de figure et dans ces différentes sociétés, on peut retrouver donc différents types de partenaires, y compris la Banque des territoires qui peut être également partie prenante des sociétés de projets qui sont créées de façon indépendante.
cette filialisation a un intérêt principal, enfin a plusieurs intérêts, mais l'intérêt principal, c'est de pouvoir créer des sociétés sur mesure pour des projets atypiques. Lorsque vous avez par exemple un ensemble immobilier de type ancien immeuble des Nouvelles Galeries, enfin un ancien grand magasin de centre-ville, souvent avec une certaine qualité architecturale, etc. On est dans un champ d'intervention qui est assez différent de l'acquisition d'une cellule commerciale de 50 à 100 mètres carrés classique. Et on n'a pas les mêmes porteurs de projets, pas la même nature de porteurs de projets, pas les mêmes investisseurs, ce qui justifie de créer une société adéquate, ce qui permet d'isoler le risque du projet en question, donc de le compartimenter, de le contingenter, et également de gérer la gouvernance du projet directement avec les investisseurs privés en question. Donc voilà un premier schéma. Je vous ai parlé à quelques reprises donc de la Sémaville, voilà, que vous avez en illustration sur cette diapo. Donc la Sémaville intervient donc essentiellement sur l'avenue Jean Jaurès à Belfort, avec un projet qui vise entre 15 et 20 cellules commerciales à restructurer pour redynamiser cet axe commercial de la ville de Belfort, avec un capital initial d'1,2 million, un investissement de la Banque des Territoires de 400 000 € aux côtés de la ville et d'opérateurs bancaires. Aujourd'hui, cette société qui a été créée il y a 2 ans maintenant porte une demi-douzaine de cellules commerciales, si mes informations sont à jour. L'autre organisation dont je vous ai parlé, on retrouve le même schéma que tout à l'heure, mais avec entre la SEM de tête, la société historique, voilà, souvent une SEM, et la foncière, donc une SAS, avec donc une SAS qui est la foncière, qui porte les actifs, et une SEM qui est là en tête, donc en actionnaire de cette SAS, qui va porter les actifs directement et les gérer. La différence entre un portage en SEM ou un portage en SAS, en fait, va se jouer sur les opportunités de co-investissement et d'investisseurs qui vont être à mobiliser sur le projet. C'est également une question de gouvernance et de choix de gouvernance. Lorsque vous avez lorsque tous les actifs sont dans la SEM, c'est évidemment les collectivités locales qui sont actionnaires, enfin le collège public qui est nécessairement majoritaire dans la SEM, donc les élus administrateurs de la SEM pilotent directement la société. Néanmoins, cela expose au sein de la société, en tout cas ça empêche de compartimenter les différentes activités de la société entre une activité d'aménageur, une activité de prestation de services. Un certain nombre de SEM gèrent des parcs de stationnement, par exemple, ou des équipements, et puis l'activité de foncière avec donc cet enjeu de gestion. Donc le fait de créer la SEM permet d'isoler financièrement les choses, et du coup, en matière de gouvernance, il est nécessaire de constituer un comité d'engagement au niveau de la SAS, comité d'engagement qui peut permettre de résoudre les préoccupations de gouvernance publique en créant un collège public dans la gouvernance. Ça peut permettre aussi de gérer les questions d'intervention de la SAS sur des territoires dont les actionnaires principaux de la SEM ne sont pas actionnaires.
Ma phrase n'est pas très claire, excusez-moi. On va prendre l'exemple d'une SEM d'agglomération, enfin, dont l'agglomération est l'actionnaire principal. Si la SAS intervient sur une ville qui n'est pas dans l'agglomération, qui est dans le reste du département, cela permet d'introduire dans le comité d'engagement, au titre des personnes qualifiées, des représentants, des élus ou autres, du territoire concerné où la SAS est susceptible d'intervenir. Voilà. Voilà pour une présentation assez rapide de l'enjeu des sans foncières et de la restructuration des 6000 commerces. Un dernier mot, aujourd'hui, donc sur les 40 sociétés en cours d'activité, on a identifié, mais bon, le travail est loin d'être achevé, un gisement d'environ 500 projets de restructuration commerciale qui sont en cours d'étude par ces différentes sociétés. Voilà, je suis à votre disposition pour vos questions. Merci. Alors, toutes les questions, on les posera à la fin, tout à l'heure. Et c'est Constant Papillon qui posera les questions. Alors, juste pour rappeler, les SEM ou les SPLA peuvent être constitués qu'avec 51%, c'est ça, de la collectivité, du moins. Il faut que la collectivité ait plus de 50%. Le département, la ville, est-ce que c'est ça? Et alors, il n'y a pas de SAS s'il n'y a pas de SEM ou SPLA derrière. C'est impossible. La SAS est une filiale de la SEM, si on est bien d'accord. Et je pense que c'est le maire de Montrouge qui le dit tout à l'heure. Il faut faire attention également au personnel. C'est vrai que le personnel qui va gérer cette foncière, ces rez-de-chaussée commerciaux, n'ont pas du tout les mêmes qualifications que certaines SEM immobilières, ou des HLM. Par exemple, les HLM, par exemple à Montrouge, ils avaient plein de pieds d'immeubles. Les offices municipaux d'HLM. Et là, on s'est aperçu qu'en donnant ces pieds d'immeuble à gérer à la SEM qui s'occupe de ces pieds d'immeuble, ben, ça a très bien fonctionné parce que c'était des spécialistes du commerce, de l'artisanat. J'ai été clair ou pas, Frédéric? Est-ce que… Oui, je crois que vous avez été clair. Effectivement, les SEM requièrent un actionnariat public majoritaire. Ça, c'est indéniable. Et une collectivité publique ne peut pas investir directement dans une société par action simplifiée. Donc, elle peut le faire indirectement par l'actionnariat de la SEM dans la SAS. Ok. Maître Le Doré, vous avez peut-être quelque chose à dire, puis on mettra je pense que oui. Rapidement, d'abord, bonjour à tous, Adrien Le Doré, cabinet Iroise Avocat. On est présent à Paris et Saint-Malo. Je suis avec Juliette Bottella qui interviendra un peu plus tard. Deux précisions peut-être concernant l'exposé tout à fait complet de Monsieur Gibert. D'abord, sur les SEM, il faut parler effectivement de l'actionnariat public majoritaire, mais également d'un plafond qu'elles ne peuvent excéder, puisqu'il faut absolument des investisseurs privés. Donc, c'est de 51% à 85%. Première précision, c'est l'ADN des SEM que de comporter des investisseurs privés. Il faut absolument qu'ils soient là. Et deuxième précision, cette fois-ci sur le volet acquisition immobilière, les SEM ne peuvent pas, contrairement aux communes, user du droit de préemption. Donc c'est une petite subtilité. Elles peuvent acquérir à l'amiable, bien sûr, mais s'il s'agit de locaux
qui doivent être préemptés compte tenu des particularités du dossier. Ça doit passer par la commune, qui seule peut bénéficier du droit de préemption. Voilà, c'était juste une précision s'agissant du schéma que nous a présenté Monsieur Gibert. Alors, sinon, moi, je pensais faire un commentaire général s'agissant des liens entre les SEM et le droit de la commande publique. Je dirais c'est un peu plus long, un peu plus technique. On peut peut-être laisser ça pour la fin, s'il nous reste du temps. À votre guise, Monsieur Creuset, ou sinon très rapidement, je peux rappeler, je dirais les points forts qu'il faut avoir en tête dès qu'on s'interroge sur les liens des SEM avec le droit de la commande publique. Pardon, je ne vous entends pas. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Non, peut-être que Frédéric, par rapport à ce qui s'est dit, vous avez des choses à rajouter. Et moi, je trouve que c'est bien qu'on finisse notamment sur les SEM et sur comment elles fonctionnent. Je trouve que c'est bien. Donc, Maître Le Doré, après, je pense qu'il faut que vous repreniez la parole. Oui, Maître Le Doré a parfaitement raison. Son observation est tout à fait juste. J'ai omis de préciser, et le schéma l'indique implicitement. En fait, les sociétés d'aménagement ont deux moyens d'intervention, qui est un champ d'intervention dans le cadre de concession d'aménagement, et auquel cas le droit de préemption peut leur être délégué par la collectivité. C'est ce que supposait implicitement le schéma, mais mieux vaut le rappeler. Et l'autre façon qu'ont les SEM d'intervenir, c'est ce qu'on appelle les opérations en propre, ou leurs activités sur compte propre, donc qui sont des réalisations de projets qui sont faits au risque de la SEM, mais sans que la SEM ait été titrée par voie de concession ou par voie de mandat par la collectivité pour réaliser ces opérations. Lorsqu'une SEM a une activité de foncière, cette activité peut être à cheval sur une activité dans le cadre d'une concession d'aménagement et sur des activités qu'on appelle sur compte propre. Le conseil municipal peut voter une délibération qui donne le droit de préemption à la SEM pour un secteur défini. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui. Je me trompe peut-être. On n'a pas entendu le début de votre question. Alors, est-ce que le droit de préemption, je croyais qu'un conseil municipal pouvait voter que le droit de préemption puisse être fait par une SEM sur un secteur défini. Ça veut dire qu'elle délègue la SEM au droit de préemption. Pour moi, dans le cadre des foncières de redynamisation dont on parle, non, c'est pas possible. D'accord. Non, peut-être que c'est pas possible pour les foncières et que c'est possible pour... Les communes doivent définir un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité avant de préempter. Elles peuvent déléguer cette faculté au département, mais à ma connaissance... Elles ne peuvent pas le déléguer au SEM, je crois. D'accord. À l'exception d'un périmètre de concession d'aménagement, voilà, qui englobe une activité de restructuration commerciale dans l'objet de la concession d'aménagement. Mais c'est au titre de la concession, en définitive. Ok. Et c'est ce qu'on retrouvait dans le schéma des contrats de revitalisation artisanaux et commerciaux, donc, qui ont été expérimentaux et qui sont aujourd'hui fort clos. Peut-être qu'ils reviendront, mais voilà, c'était une logique de concession d'aménagement dédiée à l'activité commerciale, ce qui permettait de déléguer le droit de préemption au SEM, mais parce qu'on était dans un périmètre et un objet d'opération prédéfini. Alors, ce que je propose, c'est qu'avant qu'Adrien Le Doré réintervienne sur la partie plus juridique,
peut-être qu'on peut vous passer le petit film de même pas une minute pour vous montrer un peu ce que disait le maire de Montrouge à l'époque. Et puis ensuite, moi, ce que je propose à Charles-Antoine, s'il y a des questions, peut-être de poser des questions par rapport au SEM, comme ça, Maître Le Doré peut y répondre, et ensuite Frédéric. Alors, est-ce que le film marche? Je n'ai pas voulu payer un aménageur pour faire ce travail d'aménagement et j'ai préféré monter une société d'économie mixte pour le faire. Cette société d'économie mixte a vendu les droits à construire, mais s'est retrouvée avec des pieds d'immeubles qui n'étaient pas intéressés, qui n'intéressaient pas les promoteurs. Et comme je voyais qu'en général c'était vendu à vil prix à des investisseurs qui avaient qu'une seule préoccupation, la rentabilité, j'ai souhaité que l'on exploite nous-mêmes ces pieds d'immeubles. Et c'est comme ça que notre société économique s'est devenue progressivement une spécialiste de l'acquisition de commerce. Alors, c'est le point de départ de notre société d'économie mixte, mais je n'ai pas voulu payer un aménageur. C'était juste un exemple pour vous montrer, par exemple, sur les permis de construire, ils ont dit à tous les promoteurs qui venaient s'installer dans le centre-ville, qui si vous voulez avoir votre permis de construire, il faut vendre à la SEM les pieds d'immeuble. Voilà. Donc, et c'est vrai que ça a permis de générer l'achat de 50 pieds d'immeuble et créer des commerces qui n'existaient pas ou des concepts. Maintenant, c'est une ville très... Je souhaiterais faire un commentaire, Pierre, est-ce possible? Oui, bien sûr. L'exemple de Montrouge est tout à fait intéressant parce qu'il est très atypique. Je vous ai montré également la SEM C'est ma ville à Belfort. En fait, aujourd'hui, les SEM dont l'objet principal, pour ne pas dire l'objet exclusif, est la restructuration commerciale, constituent l'exception. Sur les 40 que je vous citais, il y en a moins d'une demi-douzaine. La règle est plutôt des sociétés, des foncières de redynamisation qui sont multi-activités et qui portent des locaux d'activité commerciale, mais aussi des locaux d'activité, des locaux de développement économique classiques, pour des questions en fait d'exposition au risque et de cycles immobiliers qui sont différents entre l'immobilier commercial, l'immobilier d'activité ou même de l'immobilier de logement. Et Montrouge est atypique à ce niveau-là parce qu'on est, c'est une commune limitrophe de Paris avec un potentiel de dynamique commerciale que le maire de Montrouge avait détecté en son temps et qu'il a pu faire fructifier. Ces conditions ne seront pas nécessairement réunies dans toutes les communes françaises et il faut y être vigilant. Voilà, c'était juste ce petit point d'alerte. Une véritable volonté politique, les SEM foncières ne marchent pas à se cacher que c'est des plus humains. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vu dans certaines villes, comme vous disiez Frédéric, qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent. Et le maire de Montrouge, par exemple, était présent il y a 2 jours, on a eu un observateur sur le management de centre-ville et il nous expliquait par exemple que le manager, développeur d'enseigne, qui est payé par la SEM, était reçu par le maire tous les lundis une demi-heure. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, on a récupéré ce beau et tout. Donc vraiment, c'est très important qu'il y ait une véritable volonté politique derrière. Peut-être Constant. Oui. Bonjour à tous. Alors, on a une petite question. Alors, je pense que si Monsieur David Caruel m'entend, il peut activer son micro et poser sa question. J'ai vu qu'il levait la main. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, David Caruel, Toulouse Métropole.
et mairie de Toulouse. Merci pour ces interventions. Moi, j'avais 2 questions, et notamment dans le cadre du plan de relance, sur l'action de la création des foncières, justement. Bon, c'était surtout dirigé, ou c'est surtout dirigé pour les communes ou les communautés d'agglo ou les EPCI qui étaient dans le programme Action Cœur de Ville. En page 275 du plan de relance, il y a indiqué qu'il y a la possibilité de créer 20 foncières hors programme Action Cœur de Ville, grandes villes et métropoles. Dans quelle mesure les grandes villes et métropoles pourront répondre à ça? Donc ça, c'était plutôt une question pour M. Gibert. Et j'ai une deuxième question. Vous parliez de la préemption. Vous parliez de la préemption des murs commerciaux ou de la préemption des fonds et des baux commerciaux? Parce que nous, on a un questionnement aussi justement en termes de rentabilité économique de la préemption des fonds et des baux commerciaux. Et je voulais savoir si ces foncières seraient aussi, enfin dans le cadre de ces foncières, est-ce que la préemption de fonds et de baux commerciaux et donc du coup de la gestion de ces fonds et baux était prévue? Et sinon, avez-vous réfléchi à ça ou pas? Parce que nous, on s'aperçoit sur notre métropole, enfin sur notre territoire, que l'acquisition des murs, on va dire, j'ai presque envie de dire, tout le monde sait le faire, entre guillemets, avec le droit de préemption urbain ou peut-être un peu plus spécifique pour des commerces. Par contre, la gestion ou l'acquisition de fonds et de baux commerciaux, là, par contre, c'est un peu plus complexe, puisqu'on n'a pas de bilan économique derrière qui tourne, enfin, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'était, voilà, j'avais une petite question sur ce montage ou sur ces façons de faire. Je crois que c'était tout pour le moment. Merci. Alors, la question que vous posez sur les 20 foncières qui sont évoquées qui sont citées dans le plan de relance, c'est une question qui aujourd'hui est dépassée. Effectivement, lorsque le plan de relance a été lancé, l'enjeu était la couverture nationale et un ciblage plutôt sur les villes moyennes et petites villes. Aujourd'hui, l'enjeu est dépassé et en fait, comme je vous l'ai dit, les 100 foncières ne constituent pas un objectif en soi. Les 100 foncières sont un moyen pour parvenir aux 6000 commerces, et les 6000 commerces concernent l'ensemble du territoire national, y compris les métropoles. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, le fonds de soutien que l'État crée sera dédié aux territoires fragiles au sens administratif français, c'est-à-dire les territoires situés en ORT, en zone de revitalisation rurale, en quartier politique de la ville et dans les zones à finalité régionale, les zones AFR, pour bénéficier des fonds FEDER. Donc, si je prends un exemple toulousain, un commerce situé dans le centre-ville de Toulouse ne pourra pas bénéficier pour sa restructuration du fonds de soutien. En revanche, un commerce situé au Mirail ou dans un autre quartier politique de la ville pourra en bénéficier. Donc il y a vraiment un critère de fragilité territoriale qui est mis en avant et donc qui est important pour la question du fonds de soutien. En revanche, pour ce qui est des foncières, l'ensemble du territoire national est couvert et sera couvert, y compris les métropoles. Merci pour cette réponse. Juste un mot sur effectivement, sur le fonds de soutien, j'avais oublié cette question et vous m'avez répondu, merci. Je laisse la parole à Maître Le Doré. Juste un mot pour rappeler la doctrine d'emploi de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, au titre des foncières, investit dans les sociétés et dans les pactes d'actionnaires que nous constituons avec les autres actionnaires, stipule que la foncière n'intervient pas dans les fonds de commerce. Aujourd'hui, notre doctrine l'exclut pour des questions de risque de gestion et pour des questions de coût. Nonobstant ce que je viens de vous dire, sur le champ particulier du tourisme, la Banque des Territoires va lancer une expérimentation pour investir dans des fonds de commerce sur des sociétés hôtelières et touristiques.
liées au contexte de la crise actuelle. Après, je laisse la parole à Maître Le Doré pour les questions techniques et juridiques que je ne maîtrise pas en matière de fonds de commerce. Merci. Très rapidement, le droit de préemption dont il était question tout à l'heure porte précisément sur les fonds de commerce et bails commerciaux. Le droit de préemption donc réservé aux communes porte sur ces actifs-là. Les murs peuvent faire l'objet d'une préemption en vertu du droit de préemption urbain. Voilà. Et après, je pense qu'il faut absolument on ouvre la permanence juridique, entre guillemets, juste sur le droit de préemption des fonds de commerce. C'est vraiment un outil à utiliser qui est hyper compliqué, à utiliser en dernier lieu. C'est un outil à utiliser pour faire pression auprès des commerçants, que la mairie fasse pression. Si au cas où il faut aller jusqu'au bout, préempter le fonds de commerce, on peut, si je ne me trompe pas, prendre une prestation de service auprès de la SEM ou de la SAS pour dire gérer le problème. Et ça demande une gestion très compliquée. Nous, c'est vrai qu'on ne préconise pas du tout de racheter des fonds de commerce avec la loi aujourd'hui qui est faite. Non, vous avez parfaitement raison, mais il est important d'avoir délimité un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité pour pouvoir utiliser ce droit de préemption comme un levier. Eh bien, c'est à vous, Maître Le Doré, donc on vous laisse la parole. Oui, je voulais donc aborder la question des SEM sous un angle juridique, voilà, qui est important d'avoir à l'esprit, c'est l'application de la commande publique au SEM. Je dirais c'est un sujet important. Il y a un autre sujet important, mais il a été abordé par Monsieur Gibert, donc je n'y reviens pas. C'est la question de l'articulation de l'action des foncières de redynamisation avec le droit des aides d'État. Donc ça aussi, c'est une question majeure, mais on aura bientôt des éléments de réponse, puisque comme l'a souligné Monsieur Gibert, le fonds de soutien est en cours de revue par la Commission européenne. Donc je veux juste donner quelques orientations sur l'application du droit de la commande publique au SEM. Donc les SEM, c'est d'abord beaucoup de souplesse, puisque c'est le droit privé. C'est des recrutements sur la base de contrats de travail, on n'est pas sur le statut de la fonction publique. C'est aussi une possibilité de sélectionner les investisseurs sur la base de l'intuitu personné, sans avoir à prendre en considération des procédures de mise en concurrence. En revanche, s'agissant des relations des collectivités publiques avec leur SEM, aujourd'hui, il y a une certaine lourdeur, puisque le principe, c'est que quand une collectivité confie une mission à une SEM dans laquelle elle est majoritaire, elle doit la mettre en concurrence. Voilà. Non, c'est un point qui a beaucoup agité la doctrine et il y a beaucoup de choses dans la littérature juridique, donc je ne m'étends pas, mais il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Donc, relation entre les collectivités actionnaires et la SEM soumise au droit à la commande publique. Il y a peut-être une évolution qui, je dirais dans un sens favorable, qui va se faire jour. Aujourd'hui, apparemment, il y a un peu plus de souplesse dans l'appréciation qu'on fait du contrôle exercé par là où les personnes publiques sur la SEM. Aujourd'hui, certains considèrent que dans la mesure où la SEM est majoritairement contrôlée par la personne publique, nonobstant la présence d'investisseurs privés, eh bien, on peut considérer que c'est une quasi-régie et qu'en conséquence, elle bénéficie des exceptions donc découlant de ce statut de quasi-régie. Mais aujourd'hui, on attend des clarifications. En jurisprudence, en tout cas, ce n'est pas acquis. Donc, par prudence, il faut prendre en compte le droit de la commande publique quand une collectivité contractualise avec la SEM. C'est le premier élément. Le second élément, ça concerne les contrats que la SEM va conclure pour ses propres besoins, travaux, services.
Aujourd'hui, les SEM qui interviennent pour la satisfaction d'un besoin d'intérêt général qui n'est pas industriel et commercial sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit de la commande publique. Ça veut dire qu'elles doivent mettre en concurrence leurs fournisseurs. Donc ça aussi, c'est une contrainte. Dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, donc la redynamisation des centres-villes, on peut souligner que en mars 2020, le Conseil constitutionnel a estimé que justement cet objectif de redynamisation des centres-villes constitue un objectif d'intérêt général, ce qui semble militer pour considérer que les fameuses foncières ORT de redynamisation dont nous parlons, eh bien, elles assument un objectif d'intérêt général qui a priori est autre qu'industriel et commercial, et que de ce fait, elles sont considérées comme des pouvoirs adjudicateurs. Donc là aussi, il faut être vigilant et regarder à la loupe les statuts de la SEM, le contexte dans lequel elle intervient, ces modes de financement également. Donc voilà les deux, je dirais les deux petites alertes juridiques sur lesquelles je voulais insister en complément de l'exposé de M. Gilbert. Merci. Donc,